Alors, d'abord, je vous remercie tous, toutes et toutes d'être venus très nombreux, d'être venus voir M. Jean-Philippe Tanguy nous parler des propos de la France, et je vais vous expliquer surtout comment va se dérouler cette soirée. Ce soir, ce sera en 3 temps. Dans un premier temps, nous aurons Jean-Philippe qui va vous exposer différents points. Et pour des raisons, je dirais, d'urgence nationale, il sera obligé de partir assez rapidement. Mais derrière, nous aurons M. Guillaume Bigot qui interviendra également. Et après quoi, nous aurons M. Soustel et notre député, M. Émeric Salmon, qui interviendra également. Donc, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle soirée avec nos intervenants. A tout de suite. Cher Jean-Philippe Tanguy, que je cherche d'ailleurs, il va partir plus tôt, mais je pense que c'était quand même pas aussi tôt que ça. Cher Mathieu, cher Émeric, chers collègues députés, monsieur le délégué départemental, cher Christophe, mesdames et messieurs les candidats, vous êtes nombreux ici, chers amis du territoire de Belfort et des départements alentours. Depuis Athènes, la promesse de la démocratie, c'est de permettre aux citoyens de régler les querelles, de vider les querelles par le débat et par l'élection. Et c'est sur ce pari antique, plurimillénaire, que repose le fonctionnement de notre démocratie, de notre République, notamment de l'Assemblée nationale, et notamment des 35 000 conseils municipaux de France, et en particulier celui de Belfort. Il s'agit d'organiser le combat des idées, le combat des programmes, le combat des intelligences pour décider qui doit décider et quoi décider. Alors ça suppose que les élus, que les candidats proposent des idées. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des idées, c'est déjà un début. Des programmes, qu'ils réfléchissent, qu'ils travaillent, qu'ils y croient et qu'ils sachent s'exprimer. Alors avec mes collègues de l'Assemblée nationale, nous assistons, hélas en première loge, à l'effondrement, pour ne pas dire au naufrage de la qualité de la parole, de l'argumentation et de la réflexion parlementaire. Beaucoup invoquent les maths de Jean Jaurès. Le pauvre Jean Jaurès n'en croirait pas ses oreilles. Néanmoins, nous sommes ici très nombreux ce soir, et je tiens à vous remercier chacune et chacun d'entre vous d'être si nombreux. Nous sommes ici réunis ce soir parce que nous pensons que ni pour la France, ni pour sa démocratie qui la tient debout, rien n'est jamais perdu. Et lorsque nous avons la chance d'entendre la voix de Jean-Philippe Tanguy dans l'hémicycle ou sur les plateaux de radio ou de télévision, je pense que comme moi, vous sentez, nous sentons que rien n'est perdu. Avec son humour parfois corrosif, il porte la voix du peuple et il la porte haut et il la porte fort, parce qu'il est intelligent, brillant même, parce qu'il est naturel, avec la dose d'humilité, mais aussi le grain de folie qu'il caractérise, peut-être surtout parce qu'il est au service d'une idée qui le dépasse, et qui nous dépasse tous. Je me souviens d'ailleurs avec émotion de son incroyable prise de parole dans l'hémicycle. Toutes les personnes présentes, et même toutes les personnes qui ont entendu, et je vous conseille de l'écouter si vous ne l'avez pas fait encore, cette intervention, ont eu non seulement un frisson, mais se sont dit que les grandes heures de la République n'étaient pas finies. Alors la formule qu'a eu Jean-Philippe, je ne peux pas l'imiter, il est inimitable. Le bleu, le blanc et le rouge, il faudrait que j'imite les autres, on ne dirait pas. Le bleu, le blanc, le rouge sont les couleurs devant lesquelles s'incline le peuple de France. Le blanc des 1000 ans d'histoire, du manteau des églises et de la lumière étincelante de la Révolution française. Enfin, le bleu et le rouge du peuple de Paris, etc., etc. Et tant d'autres saillies qui ont, je pense, réveillé en chacune et en chacun de nous cette idée que la braise sous la cendre était encore vivante. Alors à la veille de ce combat municipal, d'ailleurs, qui est bien lancé, c'est une joie, c'est une chance de vous accueillir dans cette terre de résilience qu'est le territoire de Belfort,
cher Jean-Philippe Tanguy. Soyez le bienvenu, chers collègues et chers amis, parce que Jean-Philippe est aussi un ami, pas encore un ami de 30 ans. Et je peux vous garantir que cet homme que nous allons entendre ce soir, cet homme-là, non seulement on peut dire de lui ce qu'on disait de certains orateurs de la Révolution française, il est dangereux parce qu'il croit tout ce qu'il dit, mais en plus, il est armé du verbe. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Philippe Tanguy, le plus éloquent d'entre nous. Bonsoir à tous, merci de votre accueil, merci de votre présence, merci Guillaume pour ces mots on ne peut plus chaleureux, presque courtisans, n'est-ce pas? Si tu veux quelque chose, j'ai rien à te donner, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Ça sert à rien. Voilà, c'est l'habitude peut-être, je ne sais pas. Non, on n'a rien à offrir évidemment à part nos convictions. Merci à tous, merci mes collègues députés que je vois ici, des départements voisins, des conseillers régionaux, de tous nos élus et de nos futurs candidats municipaux. Et je vous demande d'applaudir tous ceux qui seront candidats aux municipales, qui sont courageux dans tous les territoires, quelle que soit la taille de la commune. Bravo. Et permettez-moi, dans ces moments particuliers, de dédier cette soirée et toutes les soirées de nos militants, de nos sympathisants, à l'éternelle présidente de notre famille politique qui se bat courageusement pour son innocence. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour Marine Le Pen et nos compagnons qui se battent pour leur innocence. Merci, vous savez, nous croyons à des valeurs supérieures quand nous sommes patriotes, nous croyons à des valeurs éternelles et nous croyons à une forme de force de l'esprit. Et la solidarité des militants, la solidarité des sympathisants, la solidarité de tous les Françaises et Français qui font confiance à Marine Le Pen, elle est très importante. Elle est très importante pour se battre car nous faisons et nous menons un combat qui est beau, qui est glorieux, qui fait chaud au cœur mais qui parfois est difficile, humainement difficile. Quand vous êtes innocent, quand vous avez un combat juste depuis tant d'années comme Marine Le Pen et quand on vous reproche des faits qui sont infamants, qui atteignent à l'honneur évidemment, même quand vous êtes aussi forte et puissante moralement, psychologiquement, humainement que Marine Le Pen, je sais qu'elle apprécie et qu'elle pense à votre soutien, qu'elle apprécie de tout cœur et merci une fois de plus de soutenir au quotidien Marine Le Pen et tous nos amis prévenus qui luttent pour leur innocence. C'est très important cette solidarité. Et inversement, chers amis, moi j'invite les Françaises et les Français, et faites-le autour de vous, à vous interroger sur l'inverse, sur les valeurs de traîtrise, les valeurs de félonie, les valeurs d'infamie qui ont conduit notre pauvre pays dans l'état lequel il est. Parce que souvent en France, on n'ose pas parler d'un certain nombre de sujets. Il y a un certain nombre de sujets qui sont tabous, qui ne sont pas polis, qui ne sont pas politiquement corrects, qui on a peur de déranger, on a peur sans doute d'ailleurs du pouvoir de nuisance que ces gens ont. Mais il faut la dénoncer car elle règne malheureusement depuis trop longtemps dans notre pays. Elle a plusieurs fois dans l'histoire saboté, sabré de l'intérieur. Et il faut l'appeler comme elle est, par son nom de la honte, c'est les forces de la corruption. C'est les forces de l'argent roi. C'est les forces qui toujours, pour certaines personnes, qui se croient bien nées, qui se croient mieux nées, qui se croient disposées par le pouvoir que les Français leur ont donné ou que par le pouvoir que l'argent leur a donné, de pouvoir trahir les intérêts de la France. Et je vous l'ai dit à bon escient et je vous le dis avec humilité mais détermination. Il faudra lutter dans la lutte que nous faisons pour la France contre toutes ces formes de corruption. Et à Belfort, vous les connaissez parce que sans vouloir parler de ma petite vie personnelle qui n'a aucun intérêt, il s'est passé quelque chose évidemment ici à Belfort qui a motivé mon engagement en politique, mon engagement dans la grande famille du redressement national. C'est évidemment le scandale Alstom, le scandale General Electric, le fait qu'un jour, certaines personnes à Paris aient choisi, et aux États-Unis, aient choisi de déployer la modique somme de 600 millions d'euros, 600 millions d'euros qu'ils ont panachés, qu'ils ont distribués sur le tout Paris pour provoquer ce qu'il faut bien appeler un des plus gros scandales de la 5e République. Et vous le savez ici, évidemment, vous l'avez vécu dans votre chair, vous l'avez vécu dans le travail de centaines de milliers de Belfortins et de Belfortaines depuis des générations, la trahison de ce qui s'est passé avec Alstom, l'initiative, la base, le départ, c'est la corruption d'un certain nombre d'élites politiques, économiques, médiatiques, qui ont vendu ce rachat par
les Américains d'un fleuron français qui a duré notre indépendance. Il faut citer la force de la corruption, car sans l'explication de la corruption, chers amis, il n'y a pas d'explication à ce qui s'est passé ici, à Belfort, avec Alstom. Il n'y a pas d'explication de ce qui s'est passé ailleurs, à Technique. Il n'y a pas d'explication dans ce qui s'est passé à Arcelor. Il n'y a pas d'explication de ce qui s'est passé avec les chantiers de l'Atlantique. Et il n'y a pas d'explication dans l'irrationalité, dans le crime d'État qu'a commis Emmanuel Macron en vendant, depuis qu'il est au pouvoir, 2500 entreprises françaises, chers amis. 2500 entreprises françaises sont passées sous pavillon étranger, en particulier américain, car les gens trahissent la France, trahissent les Français et s'enrichissent sur votre dos. Donc il faut avoir le courage de dénoncer ce qui est en France un mal français de l'intérieur, c'est la corruption financière des élites, et avec le Rassemblement national, nous les dénoncerons et les mettrons à terre et nous remettrons l'intégrité républicaine et la défense des intérêts français au cœur de la France. Le pouvoir intrigant de l'argent, le pouvoir supérieur des forces de l'argent, croire que l'argent, l'enrichissement est un but en soi et qui doit écraser les valeurs patriotiques, qui doit écraser le travail de milliers d'ouvriers, d'ingénieurs, d'entrepreneurs, n'est pas une valeur française. Nous avons en France plus de 1000 ans de civilisation et on s'est battu en France pour des grandes valeurs, des belles valeurs, et la valeur de l'argent roi, le veau d'or, ne fait pas partie des valeurs, ni des valeurs françaises, ni des valeurs chrétiennes, ni des valeurs républicaines. Il y a en France un combat, comme le disait le général de Gaulle, une histoire intime, profonde, de plus de 1000 ans entre la liberté des hommes et l'histoire de France. C'est la valeur supérieure de la France, c'est cette belle idée de liberté, c'est cette belle idée d'égalité, c'est cette belle idée de fraternité. À aucun moment nous nous plierons le genou, nous nous mettrons à plat ventre devant les forces de l'argent. Elles sont fortes, elles sont puissantes, mais les forces éternelles qui ont animé la France seront plus puissantes que l'argent et la corruption. Et quand je suis dans la ville de Belfort, je pense à ces forces, je pense à ces courages de bravoure. Quand ici, des milliers de soldats ont fait barrage à l'armée de l'envahisseur à plusieurs reprises, et ils ne se sont pas battus pour qu'on vienne piller la France, ils ne se sont pas battus pour qu'on vienne voler l'avenir de la France à nos enfants. Ils se sont battus pour les valeurs de la France, pour que la France soit un pays libre. Et si aujourd'hui ils voyaient ce qu'est devenu l'élite française, s'ils voyaient à quel point nos élites se sont mis à plat ventre devant les intérêts étrangers, des intérêts qui n'ont pas besoin de passer les frontières, qui rentrent dans notre pays par le cœur vicié et vicieux de certains de ces dirigeants, ils auraient honte. Et moi j'ai honte quand je suis à Belfort du sacrifice de ces milliers de Français qui avaient fait barrage à l'envahisseur et qui voient qu'aujourd'hui l'envahisseur rentre dans le cœur des hommes. La valeur de l'argent n'a rien à voir avec le respect de la valeur du travail. Et cette valeur du travail, c'est ce qui anime tout le combat de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, tout le combat des militants et tout ce qui inspire notre programme. La valeur travail, c'est le mérite, c'est le respect des savoir-faire, c'est le respect de générations qui se transmettent. Comment on bâtit, comment on construit, comment on fabrique, comment on rend la terre nourricière. Et ce respect de la valeur travail, bien sûr, il y a un salaire, bien sûr, il y a l'entrepreneuriat, bien sûr, il y a de l'épargne, il y a des saines valeurs autour du travail. Mais ce n'est pas la fascination de l'argent, ce n'est pas la fascination de la réussite de quelques-uns contre les autres. C'est un travail collectif. Quand on est agriculteur, quand on est ouvrier, on sait à quel point notre travail vaut en lui-même, mais vaut également parce que vous êtes solidaire d'un territoire, vous êtes solidaire d'un peuple, vous êtes solidaire d'une nation. Seuls, nous sommes peu de choses, et ensemble, nous sommes si forts, nous sommes si puissants. Et vous connaissez ce vieil adage français qui dit que unis, les Français sont invincibles. Unis, les Français sont invincibles. Quand on met ensemble le travail des Françaises et des Français, les valeurs de l'entrepreneuriat, l'intelligence de nos ingénieurs, les valeurs des familles françaises, nous avons réussi en France à faire l'impossible, à faire ce que personne ne pensait que la France, seule, ensemble, pouvait faire. Et une fois encore, je rends hommage à votre savoir-faire industriel, à ce qui s'est passé ici, à travers les décennies, à travers les siècles, avec votre savoir-faire industriel. Personne ne pensait qu'un jour, la France pourrait être une puissance nucléaire seule, à savoir que la France, seule, de manière indépendante, de manière
autonome saurait faire une filière nucléaire qui lui demanderait, qui lui permettrait d'être plus dépendant de personne. Et c'est grâce aux Belfortins, aux Belfortaines, que nous avons pu avoir ce fleuron nucléaire qui nous permet de regarder nos voisins et de dire ici nous sommes libres, notre énergie était libre, elle redeviendra libre. C'est le travail des hommes et des femmes qui a permis cette percée fantastique. Quand on a dit que nous allions faire le TGV, que nous saurions faire un champion industriel en France, que nous aurions le meilleur train, l'un des meilleurs trains du monde, c'est le travail des Belfortins et des Belfortaines. Et encore ici, nous avons dit, nous allons le faire, même si ça a l'air impossible. Partout en France, à l'image de votre beau territoire, à l'image de votre belle commune, des Français se sont mis ensemble pour réaliser des défis que nous pensions impossibles. Et le mal français, le malheur de notre peuple, c'est d'avoir choisi, hélas, des dirigeants qui, au lieu de conforter tous les miracles que nous avions accomplis ensemble, que nos aïeux avaient accomplis, et que les Françaises et les Français, encore aujourd'hui, pourraient accomplir. Le mal français, c'est d'avoir sacrifié ces miracles, c'est de les avoir abandonnés. Et voyez, même ce que l'on pensait éternel, même ce que d'aucuns Sully sur Henri IV disaient les mamelles de la France, le pâturage et le labourage, voyez dans quel état, même ils ont mis ce qui était, on pensait une filière imperturbable en France éternelle, à savoir notre agriculture et notre élevage. Eh bien, malheureusement, comme nous l'avions annoncé avec Baril et Jordan, eh bien, désormais, la France n'est plus autonome, n'est plus indépendante sur sa production agricole. Comment est-ce possible ? Je vois ici plusieurs générations des Françaises et des Français de toutes générations, que vous ayez 70 ans, 50 ans ou 30 ans quand nous étions petits. Jamais il était possible, imaginable, que notre pays, qui était un champion agricole, puisse être un jour dépendant des forces étrangères pour assurer notre propre alimentation. Comment un tel mal a-t-il été possible? Et comment un tel mal est-il pu venir aussi rapidement? Comment la France a-t-elle pu passer de la championne agricole de toute l'Europe, et donc une championne agricole du monde entier, à un pays qui a besoin de l'étranger pour nourrir sa population? Désormais, nous devons apporter du lait, nous devons apporter du beurre, nous devons apporter des œufs, nous devons apporter de la viande. Comment est-ce possible, sachant que nos agriculteurs savent mieux que quiconque dans le monde produire ces fabuleux produits pour notre propre alimentation? Comment est-ce possible? Comment un tel mal a-t-il pu ronger la France? Comment a-t-il pu abandonner nos agriculteurs, nos éleveurs? Qui demandait-il? Que demandait-il? Il ne demandait pas un énième chèque, il ne demandait pas une énième laisse financière pour que le gouvernement les tienne. Il demandait tout simplement de pouvoir produire français en France. Il demandait de pouvoir travailler français en France. Eh bien, il faut l'assumer tel quel, les amis, car parfois, il y a des problèmes qui ont l'air compliqués, qui sont pourtant si simples, si simples. Il faut redonner aux Françaises et aux Français le pouvoir de travailler, être libre, de travailler comme ils savent le faire, comme les Français savent le faire, comme les Français veulent le faire, pour leur famille, pour leur pays, pour leur avenir. Et le mal français absolument ahurissant qui se passe aujourd'hui, c'est que nos paysans, nos ouvriers, nos entrepreneurs, nos fonctionnaires, pensons notamment aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux soignants, ne luttent pas contre les concurrents étrangers en premier lieu. Ils ne luttent pas contre une incapacité, contre une ignorance, contre un besoin d'apprendre ce qu'ils savent déjà faire. Ils luttent contre leur propre gouvernement. Les forces du travail françaises, les Françaises et les Français au quotidien, doivent lutter contre leur propre gouvernement pour être libres de travailler. Ils sont accablés de normes, de règlements stupides, du racket fiscal. Tout cela ne vient pas de l'étranger, ça vient du propre mal, ça vient de propres élites françaises qui ont tellement abandonné tout leur pouvoir à des autorités étrangères, ici à Bruxelles, ici à Washington, ici à l'Organisation mondiale du commerce, qu'ils se vengent de leur absence de réel pouvoir en étant misérables, pénibles contre les Françaises et les Français, alors qu'ils devraient les protéger, alors qu'ils devraient les aider. Quand vous êtes agriculteur, quand vous êtes ouvrier, quand vous êtes un entrepreneur, quand vous êtes un fonctionnaire, vous devriez pouvoir vous retourner vers votre gouvernement et lui demander protection, lui demander accompagnement, lui demander aide, lui aide pour être plus fort, pour grandir, pour apprendre, pour être meilleur, tout simplement. Non, quand ils regardent leur gouvernement, ils ne voient que des emmerdements, comme disait Pompidou. Ils ne voient que du racket fiscal, que des normes, que des règles. Jamais d'aide, jamais d'accompagnement, jamais de formation, jamais d'encouragement. Uniquement des normes, des règles, du racket fiscal. Comment voulez-vous que les Françaises et les Français puissent exprimer leur talent?
Mais face à ce mal, chers amis, la bonne nouvelle, c'est que la solution est là. Guillaume parlait de la braise ardente, du feu sous la braise. Eh bien, c'est un peu la situation de notre pays. Tout est là. Les savoir-faire sont là. La volonté de redresser le pays est là. La volonté d'avoir le nombre d'enfants des familles françaises est là. La volonté d'une solidarité entre les générations est là. La volonté de refaire de l'école un lieu de savoir et d'autorité est là. Le fait de rétablir l'autorité et le respect dû à nos forces de l'ordre et à nos soignants, il est là. La volonté, bref, de faire à nouveau un beau et grand pays, il est là. Les Françaises et les Français le partagent. Les Françaises et les Français l'ont à portée de main. Et ils l'ont surtout à portée de vote. Si enfin on arrive à les convaincre qu'il faut cesser d'élire des gens qui les détestent, qui les méprisent, et qu'enfin qu'ils choisissent des dirigeants qui les respectent et qui ont la noble définition du populisme dans sa belle acceptation, à savoir des élites qui ne sont pas élues pour elles, mais pour le peuple, des élites qui servent et ne se servent pas, des élites qui savent reconnaître que le seul maître, le seul empereur, le seul roi en France, c'est le peuple français et qu'il faut obéir au peuple français. Mais ils ne veulent pas obéir. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières élucubrations de notre président de la République, Emmanuel Macron. Quand il intervient, on sent le problème. Moi, je l'appelle Néron 2. C'est le même. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage un peu mythifié de l'empereur romain Néron. Notamment, ce qui ressemble le plus à Emmanuel Macron, c'est l'artiste raté. Alors, on connaît tous la grande jeunesse de notre illustre président avec son épouse, quand il a pris le théâtre. Et déjà, M. Macron se prenait pour un grand artiste. Un artiste incompris, avec un talent incroyable qui aurait dû éblouir le monde entier. Personne n'a vu son talent, à part lui. Et depuis, visiblement, il en est très meurtri, très marri. Et il se met assez régulièrement, vous l'avez vu, en spectacle, en fait. Espèce d'acteur raté, comme Néron. Alors Néron, vous voyez que c'était un chanteur, enfin un musicien. Voilà. Donc il imposait à sa cour et à ses esclaves de jouer de la lyre et de chanter très mauvais. Très mauvais, Néron était très mauvais, comme notre président est très mauvais. Et pour vous montrer à quel point il est dans ce niveau de mépris et de surréalisme, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais vous connaissez Pierre et le Loup. Et puis, souvent c'est une pièce qu'on donne pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes de Noël. Et il avait organisé Pierre et le Loup et il avait invité tout le personnel de l'Élysée. Cette histoire est vraie, pour l'écouter réciter Pierre et le Loup. Donc vous avez imaginé le général de Gaulle qui se donne en spectacle. Et bien donc là c'était Emmanuel Macron qui avait donc convoqué tout le personnel et toute la cour de l'Élysée pour l'écouter réciter Pierre et le Loup. Évidemment il fallait l'applaudir, sinon vous alliez dans la fosse au lion. Et donc tout le monde s'est mis à applaudir Emmanuel Macron. C'est scène surréaliste, scène complètement dingue. Et ce mal français, il est là, les amis. La personnalité d'Emmanuel Macron est complètement surréaliste et il ne croit avoir de compte à rendre à personne. Et de la même façon qu'il croit être un grand artiste, il croit être un grand président. Et après 9 ans de macronisme, alors que tous les voyants sont au rouge, il a ruiné la France, 1400 milliards de dettes, jamais les impôts n'ont été aussi élevés, il n'y a pas un seul service public qui n'est pas en difficulté, l'hôpital, l'école, les forces de l'ordre, la recherche, l'université, notre industrie est en ruine, notre agriculture souffre, la peste française est un vague souvenir, le pouvoir d'achat est plus mal en point, l'insécurité est totale, mais il est très content de lui, et si vous avez un peu de courage ou de folie d'aller l'écouter quelques minutes si vous le supportez, vous verrez qu'il est très content, il est très content de lui, il a tout bien fait. Il a tout bien fait. Et comme je l'avais dit un jour à un autre illustre macroniste qui lui aussi sans doute se prenait pour un génie qui n'était pas, Bruno Le Maire, je lui avais dit, mais quand nous sommes face à une telle autosatisfaction, on a deux choix. Et je salue Éric Salmon qui était avec moi en commission quand on avait écouté Bruno Le Maire qui nous expliquait, après avoir fait disparaître 60 milliards d'euros des comptes publics, 60 milliards d'euros des comptes ont disparu sur 2 années. Monsieur le maire, qui avait prévu de gérer à l'euro près, avait perdu 60 milliards d'euros près, une petite différence qui semblait ne poser aucun problème moral, aucun problème éthique, aucun problème politique. Non, il avait tout bien fait. Et donc, on s'interrogeait avec Amérique et mes collègues, on disait, mais nous, vous savez, nous sommes des petites choses, nous sommes des humbles serviteurs, députés des Françaises et des Français, et on voudrait comprendre comment des gens aussi brillants, intelligents, passionnants que M. Macron et M. Le Maire ont pu à la fois tout réussir et tout rater. Et on
on aimerait savoir comment il est possible à la fois tout réussir et tout rater, parce que comme nous l'espérons, nous arrivons bientôt au bout, nous ne voudrions pas refaire ces mêmes erreurs terribles. Bon, évidemment, c'était de l'ironie, mais là où vous voyez à quel point ils sont fous, c'est qu'il l'a pris au premier degré. Il l'a pris au premier degré, M. Le Maire nous a répondu, nous expliquant, mais contre tout, qu'ils étaient absolument formidables, qu'ils avaient tout compris et que c'était la faute, comme l'avait dit un jour en meeting Marine Le Pen, c'était la faute des tempêtes, des avaries, du Covid, des Russes, de Trump, des Martiens, comme l'avait dit à l'époque Marine Le Pen. Et évidemment, c'est toujours la faute du RN. C'est toujours la faute du RN. Ce n'est pas la faute des gens qui sont au pouvoir, ce n'est pas les gens qui contrôlent l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, tous les conseils régionaux, la quasi-totalité des grandes communes françaises, les départements. Non, non, c'est pas de leur faute, c'est la faute de l'opposition, c'est de la faute du RN. Et vous voyez que c'est comme M. Jourdain, en fait, nous gouvernons à l'insu de notre plein gré, nous gouvernons sans le savoir. Et vous qui êtes là, vous l'ignorez aussi, parce que vous ne vivez pas dans le même monde qu'Emmanuel Macron, visiblement, vous avez tort, parce que vous avez toujours tort de ne pas être avec Emmanuel Macron dans la même salle. Vous savez, c'est comme mon interrogeant dit, mais il est là, votre ami imaginaire, il vit dans cette pièce, il peut lui parler. C'est un peu ça la vie d'Emmanuel Macron. En fait, Marine Le Pen est présidente de la République. Ne pas. Président, Jardin Bardella est déjà Premier ministre, un certain nombre de députés d'entre nous sont sans doute ministres. Émeric Salmon est d'ailleurs président de l'Assemblée nationale, félicitations à toi. Et nous gouvernons. Et donc le Rassemblement national, premier parti d'opposition, est donc responsable de toutes les turpitudes du macronisme. Alors évidemment, il faut le prendre avec ironie, évidemment, il faut le prendre avec de l'humour, mais ne le prenons pas seulement avec de l'humour et de la dérision, car ce mécanisme, et j'en finirai par là, chers amis, pour vous avertir aussi en tant que militant, en tant que vigile de la démocratie, comme l'a dit Guillaume, que vous devez être, c'est le premier critère de l'illibéralisme. C'est le premier critère du refus de l'alternance. Et c'est ce que nous avons vécu aux dernières législatives, ce retournement du système pour sauver aucun intérêt français, sauf le leur, l'intérêt du système. C'est de faire croire que la vérité n'est peut-être pas celle que vivent les Françaises et les Français, que la vérité n'est peut-être pas le quotidien des électeurs. Non, on serait dans une autre vérité. C'est le début d'un régime illibéral qui veut façonner la réalité telle qu'elle veut, qui rêve d'être, et pas telle que vous la vivez. Et il faut résister. Il faut résister. Car bien des peuples avant nous, malheureusement, n'ont pas résisté à cette première manipulation, transfiguration d'un régime qui est au début du libéralisme, pour toujours rester en place, quoi qu'il arrive. Il faut, les amis, résister. Et quand vous voyez à quel point ils ont voulu imposer, par exemple, ce mauvais budget, en faisant croire qu'il n'y avait pas de hausse d'impôts, alors qu'il y a 10 milliards de hausse d'impôts, augmenter de 40 milliards la dépense, tout en disant que la dépense diminue, en disant qu'ils maîtrisent la dette, alors que la dette s'emballe. Ils sont dans une réalité hypothétique, imaginaire. Ils déforment la réalité pour déformer à la fin les élections. Puisque vous voyez bien que c'est le but, comme ils l'ont fait d'ailleurs depuis 40 ans avec l'immigration. Si vous critiquez la submersion migratoire, alors vous êtes un horrible raciste. Si vous dites qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop d'immigrés en France par rapport à ce que nous pouvons observer, alors vous êtes xénophobe. Et d'ailleurs, quand vous les écoutez, il n'y a pas d'immigration. Non, il n'y a pas d'immigration. Les chiffres sont faux ou les chiffres sont refaits pour qu'il n'y ait pas d'immigration. Donc quand les Françaises et les Français voient bien que le pays de leurs grands-parents n'est plus le pays de leurs petits-enfants, non, c'est vous qui vivez dans un monde parallèle. Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Et vous êtes d'épouvantables racistes si vous voulez défendre votre pays tel que vous voulez qu'il soit et pas tel que vous voulez que l'Union européenne ou ceux qui refusent les frontières le soient. C'est vous qui êtes d'horribles racistes si vous voyez aujourd'hui que malheureusement trop de femmes, y compris des Françaises, sont obligées de se voiler alors qu'elles ne veulent pas de se voiler et qu'en France, depuis 1000 ans, les femmes ne se voilent pas en France. Les femmes ne se voilent pas en France. Si vous imaginez et vous considérez que les femmes ne doivent pas se voiler en France, c'est vous qui, soi-disant, avez un problème. Eh bien nous, on le dit clairement, on le dit avec fierté, nous sommes bien les deux pieds dans le réel. Nous voyons malheureusement dans quel état est notre pays et nous voulons le sauver. Nous voulons le sauver, nous voulons que les femmes en France ne se voilent pas, nous voulons que les hommes soient fiers, nous voulons que les familles françaises se disent que leurs petits-enfants vivront dans un aussi beau pays que leurs grands-parents. Bref, nous sommes des Français fiers, nous sommes des Français qui ne nous tairont pas, et donc vive Belfort, vive le territoire de Belfort, vive la France, vive Marine et vive Jordan, et merci à vous. Et je vous laisse avec mon collègue et ami Émeric, qui n'est en fait pas président de l'Assemblée nationale.
sa verve, son envolée lyrique. Comme il l'a dit, souvent en commission des finances, on est face à face. Et moi, j'adore l'écouter et je vous conseille, c'est retransmis sur le site de l'Assemblée nationale, écoutez les commissions des finances, écoutez les interventions de tous les députés du Rassemblement national et de l'UDR. N'hésitez pas, il y a souvent des discours de haute valeur comparés à nos collègues d'autres groupes qui sont parfois lénifiants, voire terribles, nuls. Guillaume est un nul, oui, il a raison, j'ose pas le dire. Mais oui, c'est dur de passer après Philippe. Moi, je vais essayer de vous mobiliser pour les élections municipales qui arrivent. Je pense qu'on a tous des actions à faire encore aujourd'hui pour aider nos candidats partout dans les villes. Là, on est dans la phase, vous savez, les préfectures vont commencer à ouvrir les portes pour déposer les dossiers. Excusez-moi de pas plus terre à terre que Jean-Philippe. De déposer les dossiers de candidature. Donc nos candidats sont prêts, mais ils auront encore besoin de votre aide pour être sur le terrain, pour expliquer les politiques que nous pouvons modifier, même au niveau local. Jean-Philippe a parlé, et à juste titre, et à grande raison, de tout ce que l'on peut faire au niveau national, et on le sait, on le voit, rien ne sera fait au niveau national sans la présence de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella à la tête du pays, et sans une majorité de députés à l'Assemblée nationale autour d'eux pour leur apporter leur soutien. On le sait, malheureusement, on le voit, à chaque fois qu'on fait des propositions de loi, on voit que nous avons un rejet systématique de l'ensemble de la classe politique, même si ce sont des bonnes idées, même si ce sont des idées de bon sens, même si ce sont des idées soutenues par une très très large majorité de la population. Mais au niveau local, nous pouvons aussi changer les choses. Bien évidemment, à un plus petit niveau, bien évidemment, pour des actions qui toucheront mais directement le quotidien des Français dans leur vie personnelle. Avoir un maire Rassemblement National ou UDR, c'est bien évidemment comme à Beaucaire, comme à Hénin-Beaumont, comme à Hayange, pas si loin, et partout en France bientôt, et dans beaucoup d'endroits, j'espère, en Franche-Comté, avoir la possibilité d'avoir des maires à votre écoute, des maires qui se sont engagés à suivre un programme que propose le Rassemblement national, c'est-à-dire pas d'augmentation d'impôts, bien évidemment, pour les impôts locaux, une sécurité mise au premier plan des mesures à mettre en place, et aussi une écoute des citoyens par la consultation régulière des concitoyens. Là, je vous cite 3 grandes mesures qui sont importantes pour le niveau local, mais que vous pouvez aussi au quotidien, dans les quelques semaines qui restent jusqu'au premier tour des élections municipales, et quand il y en aura, parce que dans la ruralité, souvent, il n'y a qu'un seul tour, mais il y a aussi les plus grandes villes où il peut y avoir 2 tours, et bien vous aurez une semaine de plus à ce moment-là. Vous pouvez aider nos candidats, et donc vous pouvez contacter les fédérations du Rassemblement national et de l'UDR pour savoir qui a besoin de votre aide, pour distribuer un tract, discuter avec votre voisin, avoir les bons arguments pour ne pas raconter d'erreurs par rapport à ce que propose le candidat dans votre ville. Chaque candidat étant bien évidemment libre de présenter le programme qu'il souhaite, tout en gardant les grandes structures du Rassemblement national, mais vous devez être à l'assistance, à l'écoute de nos candidats pour pouvoir enfin embrayer cette marche, parce qu'aujourd'hui, nous le savons, nous avons eu le succès que nous méritions, que les Français méritaient en 2022 puis 2024 aux législatives, même si nous espérions encore plus. Mais aujourd'hui, nous avons 122 députés Rassemblement national, 17 députés UDR, et là on peut applaudir notre candidat de Haute-Savoie, je regarde Mathieu en disant ça, qui a gagné une élection partielle en Haute-Savoie. C'est pas Mathieu, hein, c'est son collègue de Haute-Savoie qui a gagné une élection partielle. Et vous savez, on nous reprochait souvent d'être incapable de gagner des élections partielles. Avec cette alliance RN-UDR, nous avons montré, et alors là pour le coup, au second tour, il a réalisé un score de 60%, et donc c'est vraiment extraordinaire. Ça montre aussi un basculement de la population qui a peut-être enfin compris qu'il fallait franchir ce cap, mais au niveau local, vous devez aussi, pour rentrer dans les conseils municipaux massivement, aider nos candidats, être présents sur le terrain. Il reste, je l'ai dit, quelques jours avant le dépôt des listes, un mois et une semaine, on est le 7, oui, donc un mois et une semaine pile poil avant le premier tour, et donc c'est important que tout le monde se mobilise. Vous savez, les élections municipales, c'est une fois tous les 6 ans normalement, cette fois-ci ce sera même pour 7 ans, parce qu'il y aura sinon l'élection municipale aura percuté l'élection présidentielle de 2032, donc ils ont repoussé l'élection municipale suivante, c'est jusqu'à 2033. Donc là, les maires, les conseils municipaux seront élus pour 7 ans. Donc c'est important pour la vie de votre commune,
pour 7 ans à venir de faire les bons choix aujourd'hui et d'expliquer, toujours expliquer à nos concitoyens. Moi, j'étais tout à l'heure dans un déplacement auprès de la Fédération du Jura à Lons-le-Saunier, et c'est ce que j'ai dit à un moment à un sympathisant. Si vous êtes là ce soir, d'ailleurs, je parle à vous, si vous êtes là ce soir, un samedi soir, très nombreux, je pense que vous pouvez vous applaudir vous-même, parce que près de 300 personnes dans cette salle, c'est vraiment formidable. Et si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous vous intéressez à la politique, vous aimez la politique, vous aimez la chose politique. Entendre Jean-Philippe Tanguy, m'entendre moi, c'est plus modeste, mais ça vous intéresse. Et si vous êtes intéressé, beaucoup de gens en France ne s'intéressent aux élections que la veille du vote, et puis le lendemain, ils ont déjà oublié. Et donc c'est à vous, c'est votre rôle aussi d'aller parler à ces gens qui... Le français aime la politique, le français est politique. Mais pour beaucoup de Français, la politique c'est lointain, c'est vraiment le jour de l'élection, on va s'y intéresser. Quelques jours avant, quand on reçoit les enveloppes électorales, on va s'intéresser au programme, mais pas beaucoup plus. Donc c'est à vous aussi d'aller voir ces gens pour leur expliquer, les convaincre qu'avoir un maire Rassemblement National, ça sera une assurance d'avoir une vie meilleure localement. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voulais vous remercier encore d'être aussi nombreux. Je pense qu'il y a des belles choses à faire globalement dans notre région de Franche-Comté. Je reprends un petit truc que je voulais dire en entendant Jean-Philippe. Tout à l'heure, il a parlé du président Macron qui avait fait l'éloge de son propre mandat. C'était à Vesoul, c'était il y a 3 jours. Alors, je vais faire la même petite remarque que j'ai fait à Lons-le-Saunier auprès de nos amis tout à l'heure. Beaucoup m'ont dit « Ah, t'as vu, t'étais derrière le président de la République à la télé. » Alors oui, j'étais derrière le président de la République, parce qu'en tant que député, quand le président de la République vient, on est invité, mais je vous rassure, je n'étais pas là en soutien. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à tout le monde, regardez bien les images, quand il parle, je fais un peu la moue, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte. Et je rassure tout le monde, je ne suis pas devenu macroniste mardi dernier, ne vous inquiétez pas. C'était juste par courtoisie républicaine, évidemment, qu'on accueille le président de la République. Car comme l'a dit Jean-Philippe Tanguy, on peut penser tout le mal de sa politique, de l'homme même, mais sa fonction, ça reste le président de la République. Et le jour où il y aura une autre, je dis une, présidente de la République, et bien, nous serons très fiers d'avoir une fonction de président de la République enfin remise à la hauteur et une personnalité pour l'incarner à la hauteur. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée encore. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Soustel, je suis le délégué départemental. Alors, je n'aurai pas les envolées de ce soir de nos députés. C'est impressionnant. C'est pas, même si on veut copier les gens qui ont des niveaux comme ça d'élocution. Non, simplement ce soir, je suis ravi de représenter cette fédération et d'avoir cette soirée avec vous, 300 personnes, comme a dit Emeric, c'est fantastique. On n'a jamais organisé un événement pareil dans notre fédération. Alors, je voudrais dire merci encore une fois à tous nos députés qui se sont déplacés ce soir, ça fait vraiment chaud au cœur. Je voudrais simplement aussi dire merci à Jean-Philippe, qu'on avait s'était croisé pendant les élections régionales, on a eu de très bons souvenirs. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est la maîtrise que tu avais du sujet de General Electric. Moi-même, j'étais salarié, tu étais aussi, tu as été salarié. Tu as beaucoup expliqué, et manifestement, dans les médias, ils n'ont rien retenu, mais absolument rien. Et moi, j'avais la preuve que les médias, en fait, nous mentent, mais en fait, ils sont là pour dire ce qu'ils ont envie de dire et pas forcément de parler des intérêts de la France et des Français. Donc tu l'as bien décrit dans ton intervention. En tout cas, merci. Je crois que tu as touché les Belfortains au cœur de ce qui les touche aujourd'hui, Alstom, General Electric et la filière arabe. Merci beaucoup. Alors je vais faire simple ce soir, mon papier est par terre, donc je vais essayer de me rappeler ce que je veux vous dire. Ce qui est important aujourd'hui, effectivement, vous avez des candidats au Rassemblement National du Nord-Franche-Comté. D'ailleurs, que ce soir, je vais demander de venir ici sur scène parce que ce qui est important, c'est que vous les connaissiez, vous connaissez leur visage, parce que c'est ces gens-là sur lesquels vous allez vous appuyer pour la reconquête républicaine, la reconquête nationale qu'Emeric a magnifiquement parlé. Donc c'est important, mais aussi nous avons nos voisins alsaciens qui sont venus en nombre, et là je suis vraiment très touché. Ils viendront aussi se montrer parce que je crois qu'ils font de très bon travail. Donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui une candidature Rassemblement National? Et ça veut dire
de se battre contre l'insécurité, pour la santé, pour le développement. Il y a aussi dans toutes les villes de France le problème des commerces qui ferment. Je crois qu'ici à Belfort, on voit ce qui se passe, les dégâts aujourd'hui que représente cette politique qu'on a depuis 40 ans. Je crois qu'aujourd'hui, nos candidats et les candidats du territoire de Belfort peuvent en parler. Ils me proposent, ils proposent des solutions. Par exemple, Dorian sur son programme, mais aussi un peu partout. Je crois que la sécurité, la santé est quelque chose de très important. Donc je ne vais pas faire plus long parce que je ne suis pas un orateur hors pair. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer sur des élus, des militants, des adhérents aujourd'hui qui ont envie de reprendre le contrôle de leur pays. Je crois que c'est extrêmement important. Et nous avons besoin toujours de votre aide et je vous remercie infiniment de votre aide et je vous demande de vous applaudir encore une fois. Merci. Bien, alors, comme j'ai dit, je voudrais que vous applaudissiez un certain nombre de personnes qui aujourd'hui partent en tête de liste. Je voudrais que vous voyez leur visage parce que je crois que c'est important que vous voyez pour la première fois un contact avec eux, au moins visuel, et voir que demain, ils joueront un rôle important de premier plan pour nous aider à la reconquête de notre pays. Alors, je vais commencer par ma première personne, celle qui est une franc-comtoise, collègue à la région, et je te demande, Nathalie, de venir auprès de moi, et je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Donc, Nathalie qui se prépare avec une liste à Lure. À Lure, dans le département où a été élu Émeric Salmon, et donc voilà, la sous-préfecture de la Haute-Saône. Voilà. Merci Nathalie. Je ne vois pas Inès, je ne sais pas si elle est venue. Inès. Ah d'accord Inès. Ok, voilà Inès, comme moi, elle n'est pas du pays, mais elle s'est installée dans ce joli pays de la Franche-Comté. Et elle a aussi, comme moi, eu des enfants à Belfort, hein, et puis elle s'est installée à Héricourt, et aujourd'hui elle part comme tête de liste à Héricourt. Donc si tu veux dire un petit mot. Merci beaucoup. Oui, nous sommes partis là, avec notre liste sur la deuxième ville la plus grosse de Haute-Saône. C'est une ville où nous présentons une liste où nous rassemblons vraiment toutes les forces de droite. C'est magnifique, on fait de très belles choses, on a de très bons résultats, donc on y croit, on croit vraiment à cette victoire. Nous avons quasiment fini notre liste, donc s'il y a des gens qui connaissent des Héricourtois qui seraient partants pour finir de compléter cette liste, il y a 2 places, 2-3 places, eh bien ce serait avec plaisir de vous rencontrer, de partager avec vous votre expérience sur Héricourt. Merci. Je vais appeler maintenant une candidate. Alors cette candidate, elle nous vient tout droit de Bretagne. Au départ, on souhaitait monter une liste sur d'elle. Et je dois dire qu'elle est arrivée presque comme une fleur, je dirais, dans notre territoire. Elle a tout de suite pris en main les choses. Et aujourd'hui, de sorte qu'aujourd'hui c'est une référente. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir cette candidate sur d'elle. Et je demande à Dorian de venir ici sur cette liste. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Je suis extrêmement fière d'être candidate aux élections municipales de Delle. C'est une petite ville de 5700 habitants qui est détenue par les socialistes depuis plus de 40 ans. On parlait de manigance, de petits complots. Là, on est clairement en plein dedans. J'ai une équipe formidable, la liste est totalement complète. Ils sont juste devant moi. On a énormément de soutien, les Dellois commencent à s'intéresser énormément à nous, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de demandes. Et clairement, je suis très 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 fière de représenter encore une fois le Rassemblement national aux élections municipales avec tous mes colistiers.
on va l'applaudir encore une fois. Il y a plus ici. Avant qu'il parte, comme on le fait d'habitude dans tous nos meetings, on va chanter, excuse-moi, un peu en avance, la Marseillaise, pour qu'elle soit chantée avec Jean-Philippe en sa présence, et après je partirai avec lui parce que c'est moi qui dois le ramener à la gare. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive la France! Bravo, vive la France! Vive la France, vive la victoire, merci infiniment. Merci infiniment. Merci Eric aussi. Voilà, merci à tous, chers amis. Maintenant, on va passer au... En tout cas, merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir. J'espère qu'on aura encore d'autres événements à célébrer. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur nous. Nous serons encore toujours plus nombreux pour remplacer cette caste politique aujourd'hui qui a mené la France dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, c'est 50 nuances, je dirais, de macronisme depuis LFI jusqu'à LR aujourd'hui. L'avenir nous appartient. Merci à vous tous. Je pense que l'organisation nous a prévu un petit quelque chose à boire ou à manger, j'espère en tout cas. Ça ne saurait tarder. Voilà, donc je vous propose de rester avec nous pour partager le verre de l'amitié et prolonger ces échanges autour d'un verre. Merci infiniment pour votre attention.